Enfin, dernier sujet, mais il est en rapport avec ce que je viens de dire, c'est le Zimbabwe. Il y a quelque chose qui se passe au Zimbabwe, mes chers amis. Cela vous a peut-être échappé, le Zimbabwe livre une guerre d'indépendance monétaire. C'est une guerre terrible. D'abord, le problème zimbabwéen, il faut revenir à la base. C'est que les Zimbabwéens sont, depuis plusieurs décennies, notamment depuis leur libération de l'occupation coloniale britannique en 1980, parce que c'est en 1980 que le Zimbabwe a mis fin à la domination raciale et coloniale britannique, avec le gouvernement de Ian Smith, renversé par le mouvement de libération nationale du Zimbabwe, la ZANU-PF, la ZANU de Robert Mugabe, le lion du Zimbabwe. Alors, vous ne pouvez pas comprendre la situation zimbabwéenne si vous ne comprenez pas pourquoi on en veut au Zimbabwe. Pourquoi on s'acharne à détruire l'économie zimbabwéenne. Il y a quelque chose de différent entre les Zimbabwéens et les Sud-Africains. C'est un différent et une différence fondamentale entre les deux nations en Afrique australe. C'est que le mouvement de libération zimbabwéenne est allé jusqu'à libérer les terres occupées par les colons. Il est allé jusqu'à la redistribution foncière. Alors que le mouvement de libération sud-africain n'a pas profondément touché à la libération foncière. D'où, vous voyez très bien, la résistance du parti de Julius Malema, l'extrême gauche, la gauche radicale sud-africaine, qui dit que l'ANC de Nelson Mandela a procédé à la libération symbolique du pays, mais elle n'a pas rendu le pays à ses véritables propriétaires, c'est-à-dire à ceux qui possédaient les terres avant la pénétration barbare des racistes bourses, des racistes venus d'Europe occidentale, des racistes venus d'Angleterre. D'accord? Donc, il y a une différence entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. C'est que la révolution sud-africaine n'a pas abouti à la transformation de la propriété foncière, alors que la révolution zimbabwéenne, elle est allée jusque-là. Voilà pourquoi, si vous posez sur une balance Mandela d'un côté et Mugabe de l'autre, devant les Occidentaux impérialistes, capitalistes, bref, ceux qui veulent constamment exploiter l'Afrique, le plus détesté des leaders d'Afrique australe, qui vivaient au XXe siècle, et même jusqu'au début du XXIe, il est décédé récemment, c'est le président Robert Mugabe. Mugabe est détesté par les Anglo-Américains, et notamment les Britanniques, parce qu'il a rendu les terres des Zimbabwéens noirs aux Zimbabwéens noirs. Il a dit que les propriétaires de l'Afrique, ce sont les Africains. Il a dit qu'on commence d'abord par ça. Donc, la réforme, la révolution zimbabwéenne est allée jusqu'à la redistribution des terres. À partir du moment où il a procédé à cette redistribution des terres, les grandes puissances capitalistes, ultralibérales, occidentales ont juré la perte du régime de Mugabe. Non seulement il a été victime de toutes sortes de coups d'État, mais Mugabe a été victime de toutes sortes d'attentats économiques. La monnaie zimbabwéenne, qui s'est longtemps appelée le dollar zimbabwéen, a fait l'objet d'assauts de toutes sortes. C'est-à-dire qu'ils créent leur monnaie. Les services de renseignement occidentaux fabriquent la fausse monnaie de leur monnaie. Ils viennent déverser dans l'économie pour créer l'inflation. Au point que, parfois, pour acheter une baguette de pain, tu dois aller avec 3 brouettes de billets de banque. Astaghfirullah. Ils se sont retrouvés avec l'obligation de faire des billets de banque, de taper des billets de banque qui vaillent... Un billet de banque, par exemple, c'est écrit dessus, 3 milliards. Un billet de banque, 3 milliards. Donc, en fait, l'Occident et les crises de production interne qui en ont été générées a constamment harcelé le Zimbabwe pour provoquer l'effondrement économique du pays et restaurer l'oligarchie pro-occidentale, la domination impérialiste. Alors, ce harcèlement de l'économie zimbabwéenne par la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et plus largement l'Occident a amené les Zimbabwéens, sous Mnangagwa ces derniers temps, à adopter une série de décisions drastiques. La dernière en date, c'est l'interdiction de payer en monnaie étrangère à l'intérieur de leur système économique. Je dis bien l'interdiction, parce que, en fait, à un moment donné, les Zimbabwéens n'utilisaient plus le fameux dollar zimbabwéen.
Les Zimbabwéens utilisaient le dollar américain. Un peu comme aujourd'hui, en République démocratique du Congo. Quand tu vas à une boutique et que tu sors les billets de francs congolais, les gens te regardent mal. Tu sors les billets de dollars, le sourire revient sur le visage du commerçant. Ce sont des pays où la domination économique américaine est telle que les citoyens ont dédaigné et délaissé la monnaie nationale. Le Zimbabwe en était là, que tout se faisait en dollars, c'est-à-dire en fait à la gloire du trésor américain et britannique. Donc Emerson Mnangagwa et donc tous les dirigeants du ZANU-PF ont créé ces dernières années une monnaie qui s'appelle le Zimbabwe Gold Currency, le ZIG. C'est une monnaie qui est indexée sur les réserves d'or du Zimbabwe. Le but ici étant de contrôler la parité entre cette monnaie et les réserves d'or zimbabwéennes et d'éviter ainsi que cette monnaie soit l'objet d'un déraillement et qu'elle se mette elle aussi à être l'objet d'une surinflation où vraiment on va finalement se retrouver avec des quantités de monnaie énormes pour obtenir de menus marchandises. Chaque fois qu'ils ont tenté de maîtriser l'inflation, donc de contrôler les prix, en indexant leur monnaie sur l'or, ils ont été victimes encore de tentatives de fabrication de fausses monnaies pour infiltrer le Zimbabwean Gold. Eh bien, les espions occidentaux se sont mis à en faire des fausses coupures, etc., etc., etc. Aujourd'hui, le Zimbabwe est en train de mettre en place une véritable police de son système économique pour maintenir une parité suffisante entre sa monnaie et ses richesses. C'est-à-dire que les autorités zimbabwéennes veillent à ce que la moindre unité monétaire qui existe dans leur territoire soit correspondante à une quantité sûre de richesse. C'est-à-dire que lorsque des Chinois, des Russes, des Iraniens, des Indiens viendraient à s'approprier du ZIG, ils doivent être certains d'avoir l'équivalent en valeur richesse à travers la médiation de l'or. Alors moi, ça m'intéresse en tant que je suis un amateur de la comparaison des systèmes économiques. Et je sais que c'est ce qui attend le Sahel. Quand les Sahéliens vont lancer le Sahel, les ennemis de l'Afrique vont inonder le Sahel de fausses monnaies Sahel. Écrivez ça. Donc le lancement du Sahel ne pourra pas se faire si on n'a pas renforcé les capacités de police économique, de contrôle monétaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément important. L'avantage qu'aura le Sahel par rapport aux autres monnaies, c'est en Afrique qu'il faudra qu'il soit indexé, en effet, sur des valeurs sûres, de telle façon que celui qui le possède soit certain d'avoir l'équivalent, par exemple, en effet, en or. Un peu comme Kadhafi voulait faire pour le dinar. Il faudra que le Sahel soit tellement fiable que quand des Russes l'achètent, le Sahel, quand des Chinois l'achètent, quand des Iraniens l'achètent, ils soient sûrs d'avoir l'équivalent en marchandises dans l'espace. C'est-à-dire qu'il va falloir que les Africains, les Africaines que nous sommes, nous nous préparions à investir dans les économies sahéliennes. C'est-à-dire à créer des richesses qui fassent que la monnaie sahélienne corresponde en effet à une masse de biens et de services réels. Voilà pourquoi il sera important de stimuler la création d'entreprises. Il va falloir que les jeunes de toutes les générations, les hommes et les femmes de toutes les générations, considèrent la création d'entreprises comme un acte de patriotisme continental africain. Il faut créer les entreprises. Bon, moi, je suis un spécialiste du monde de l'éducation, du monde du conseil politique, de l'analyse politique. Donc, il va falloir créer des entreprises éducatives. Il va falloir créer des écoles, créer des instituts, créer des universités, créer des centres spécialisés. Chacun dans son domaine, il faut créer. Il va falloir créer. Parce que nous aurons créé ces entreprises qu'il y aura une masse critique de richesse correspondant, permettant de stimuler la représentativité de la monnaie. J'attire l'attention des Africains là-dessus. La leçon du Zimbabwe, c'est qu'une monnaie qui n'est pas accompagnée par une activité économique diversifiée, stimulante, une créativité, cette monnaie s'effondre. Parce que très rapidement, elle ne correspond pas à des biens réels. Donc attention, la monnaie, ça ne marche pas seul. Il faut que toute la société se mette en mouvement. Il faut que ceux qui vont vivre dans des pays où le franc CFA a été déraciné partent du principe qu'ils doivent créer de la richesse. Chacun doit se demander, à partir de son corps de métier, comment créer de la richesse. Si on entre dans cette logique de création de richesse, c'est-à-dire
de création d'entreprises, d'innovation, on sera capable d'accompagner la croissance et la solidité de la monnaie. Si on s'assoit et qu'on se met à penser que la monnaie toute seule peut faire des miracles, on va aller vers des crises d'inflation et l'ennemi va se réjouir. L'ennemi adore ça. Il va commencer sa danse macabre du démon autour de l'AES pour dire, vous voyez ces gens-là, maintenant ils achètent une baguette de pain avec 1 million de Sahel. Vous comprenez? Donc, attention, aucun succès de transition monétaire, de révolution monétaire n'est possible sans une société de créateurs d'entreprises, sans une société d'investisseurs, sans une société d'innovants. Tout le génie de nos sociétés va être en mouvement. D'autant plus qu'il sera plus facile d'accéder au crédit dans ces conditions-là. Troisième élément par lequel je conclus, le Zimbabwe a réussi à tenir bon jusqu'ici parce que sa principale institution de souveraineté, son armée, ne s'est jamais effondrée. C'est une leçon qu'il faut retenir du Zimbabwe. L'armée zimbabwéenne est ferme. Parce que c'est une armée qui est issue de l'histoire révolutionnaire du pays. Elle est ferme sur ses bases. Elle ne s'est jamais effondrée. Voilà pourquoi il est important pour le succès économique que nous ayons dans tous les pays africains les armées les plus solides qui soient. Parce que c'est l'armée qui protège la monnaie. C'est l'armée qui protège le territoire. C'est l'armée qui protège le système et le tissu économique. L'armée, la police, la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité doivent faire l'objet d'un soin extraordinaire si on ne veut pas qu'une économie s'effondre. D'ailleurs, c'est parce que les États-Unis et leurs alliés, militairement, contrôlent les voies commerciales de la planète qu'ils ont fait vivre et survivre le dollar. J'espère que vous savez que la puissance du dollar est largement adossée sur la puissance militaire américaine. C'est parce que les États-Unis et leurs alliés continuent à contrôler les grands boulevards de circulation physique et de circulation immatérielle des richesses de la planète que leurs monnaies sont fortes. Donc, le reflux militaire s'accompagne du reflux monétaire. Et il ne faut pas que les Africains s'amusent à séparer l'économie de la politique. Car toute économie est authentiquement politique. Mes chers amis, 2h36. C'est assez pour aujourd'hui. Voilà la traversée de l'actualité africaine que je voulais vous inviter à faire avec moi. Mais c'était une journée bénie. Je voulais vous parler à 13h, mais j'ai reporté parce que le grand président du Faso, Ibrahim Traoré, était en train de libérer des vérités crues à Ouagadougou. Prenez tout le temps de cette soirée, mes chers amis, pour écouter l'intervention du président Traoré. C'est une mine d'or pour l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de toujours. Les vérités crues qui ont été dites à Ouaga. Ouaga était sur un pied aujourd'hui. Le président Ibrahim Traoré ayant même commencé son intervention par une leçon d'histoire politique, d'histoire géopolitique et géostratégique internationale. Là, c'est un Ibrahim Traoré qui s'est souvenu qu'il est un universitaire. Il s'est souvenu que ses parents et son pays lui ont payé l'école et qu'il est allé à l'université. C'est pas Blé Goudé, hein, pour citer un contre-modèle. On sent que le président Traoré n'était pas vers l'école, il était à l'école. Il a reçu une formation scientifique, une formation scientifique structurelle d'universitaire. Parce que, vraiment, il a commencé par démontrer qu'il comprend les grands enjeux de notre planète.